Industrial Nation, bonjour à tous. Vous êtes sur Industrial Growth, le seul podcast entièrement dédié à la croissance des entreprises industrielles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sabri Mourad. Sabri, bonjour. Bonjour Karim. Merci d'être avec nous. Écoutez, avec plaisir, ça me donne l'occasion de partager beaucoup d'idées avec les participants et avec l'auditoire. Écoute, alors on se tutoie si ça ne te dérange pas, ça te va, Très ça ne bien. te pose pas de soucis. Ce qu'on s'est dit en préparant, c'est un invité un peu particulier parce qu'aujourd'hui tu es dans une phase de transition, tu ne viens pas représenter un business, une entreprise. Je voulais t'interviewer parce qu'on a eu une conversation super intéressante sur les sujets d'IA. Donc on va parler d'IA, encore une fois, ça fait plusieurs épisodes qu'on aborde ces sujets-là, mais je pense que ce sont des sujets importants et Sabri a un angle... Tu as un angle de vue, un regard en fait qui m'a vraiment interpellé et je trouvais que c'était vraiment pertinent qu'on puisse échanger. Est-ce que tu peux te présenter, nous parler peut-être dans un premier temps de ton parcours? Alors, très bien. Écoutez, bonjour tout le monde. Alors, moi, c'est Sabri Mourad, j'ai 52 ans. Alors, de formation, je suis doctorant ingénieur en mécanique. Si vous voulez, je suis quelqu'un qui est clairement technologue. Donc, moi, je crois à l'innovation, je crois à la technologie et je crois fondamentalement que si on est aujourd'hui dans notre niveau de vie actuel, c'est parce qu'il y avait la technologie qui nous a permis d'avancer et d'innover et de progresser. Alors, mon parcours professionnel, si vous voulez, ça a toujours été dans l'industrie B2B. J'ai commencé dans des métiers d'innovation, de création de produits, développement de produits. Et si vous voulez, j'ai avancé après, au fur et à mesure, vers la direction générale. Les 10 dernières années, j'ai exercé le métier de directeur général ou directeur général adjoint des entreprises industrielles. Si vous voulez, le marqueur essentiel de mon parcours, c'est bien le développement des nouveaux produits et la transformation digitale, notamment des entreprises. Par exemple, dans les différentes réalisations, j'ai pu, avec les équipes de Gravotech, obtenir le label Industrie du futur, entreprise Industrie du futur de cette belle boîte lyonnaise qui a un rayonnement mondial et qu'on a pu transformer sur un cycle de développement de 5 ans. D'accord, ok. Donc tu as travaillé plutôt dans des belles ETI, c'est plus trop des PME, les entreprises dans lesquelles tu as travaillé. Tu étais déjà sur des entreprises taille type ETI, c'est ça? Alors, tout à fait. Alors, il y avait des entreprises qui étaient des cas particuliers où il y avait, par exemple, le rapprochement de plusieurs entités, comme c'était le cas de Gravotech, qui était la combinaison de plusieurs PME qui ont créé une ETI qui allait vers la croissance. Pour les autres, c'était des entreprises qui cherchaient aussi à croître, comme Markem Images, dans lequel j'ai aussi eu l'honneur de servir pendant 5 ans. Et avant, j'avais aussi l'expérience de travailler dans une consolidation d'organisation qui était chez Albany International, où il y avait l'acquisition de plusieurs entités et une transformation technologique majeure d'une entreprise qui travaillait dans l'industrie textile au départ et qui est partie vers les composites pour l'aéronautique. Ok. Donc, à chaque fois, tu es intervenu ou tu es arrivé dans ces entreprises avec des gros sujets de transformation, de changement, de restructuration, parce qu'on avait fait de la croissance ou de la fusion ou ce type d'action, quoi. Donc, ça te donne quand même une expérience, on va dire, de la conduite du changement, si je ne dis pas de bêtises. Alors, 100% de mon parcours était dans la conduite de changement, avec une dimension technologique, soit parce qu'on veut développer de nouvelles familles de produits, soit parce qu'on veut transformer la manière de gérer l'entreprise en utilisant la technologie. Alors, moi, quelque chose qui m'a interpellé dans notre discussion, moi, quand je t'ai approché, je pensais que tu étais encore dans la boîte où tu avais ton titre LinkedIn, mais tu étais en train de partir. En fait, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette transition? Tu as quitté l'entreprise dans laquelle tu étais. Tu peux nous en parler un petit peu? Pourquoi faire? Alors, tout à fait. Alors, si vous voulez, dans le parcours professionnel, j'ai fait plusieurs expériences. Et là, je suis arrivé dans un stade où je me posais les questions fondamentales sur la transformation de mon propre métier. Si vous voulez, moi, je suis dans la direction générale. J'ai utilisé les moyens techniques, les moyens technologiques pour mener une transformation des entreprises.
Et là, si vous voulez, j'ai commencé à réfléchir avec l'arrivée de l'IA que j'ai utilisée dans sa phase de big data, si vous voulez, dans mes expériences précédentes. Et là, je commençais à l'utiliser dès le premier jour avec l'arrivée de l'IA générative. Je me posais la question, alors comment tout ça va impacter mon propre métier? Et je suis arrivé à la conclusion que cet outil-là va changer fondamentalement l'organisation industrielle et la manière de gérer les projets, le développement de produits, la totalité du cycle de vie de produits. Et lorsque j'ai commencé à discuter avec mes homologues de cadres dirigeants, de cadres supérieurs, de directeurs généraux, si vous voulez, l'enjeu n'est pas assez compris, n'est pas assez assimilé. Et pourtant, le mouvement, il est lancé. Et je me suis dit, ben, il est impératif qu'à mon niveau, je possède les armes nécessaires pour mener ce changement. Et pour cela, il faut le comprendre. Donc, ma décision, c'est de maintenant m'orienter vers l'acquisition de ces outils afin de exercer mon métier, mais dans un nouvel environnement qui est en train de se déployer dans le monde. D'accord. Quand tu dis que tu avais le sentiment que bon, le mouvement est en cours autour de l'IA, tu sens que c'est une vague qui est enfin, extrêmement impactante aujourd'hui sur le business des industriels. Pour autant, tu as l'air de dire que les dirigeants ne semblent pas vraiment le comprendre. Qu'est-ce qui te permet de dire ça? Pourquoi tu arrives à cette conclusion? Alors, si vous voulez, aujourd'hui, lorsqu'on regarde les différentes phases de transition ou de transformation digitale des entreprises, on va prendre le cas où on a commencé à déployer Internet, on a déployé les ERP, etc. Il y avait une méthode, il y avait quelque chose qui était assez cadré et on est arrivé très facilement à dire, ben, on va passer de l'état A à l'état B avec des méthodes de type value stream mapping, Lean Six Sigma, etc., etc. Là, on est dans une situation où, si vous voulez, cette vague d'IA, surtout l'IA générative, est arrivée par la base. C'est-à-dire ChatGPT, qui est apparu maintenant il y a à peine 2 ans, il a 400 millions d'utilisateurs, et ces 400 millions d'utilisateurs, c'est les employés lambda des entreprises. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de méthode comment je vais passer de mon organisation A à mon organisation B. On sait que ChatGPT va permettre, par exemple, de résumer un rapport ou écrire un CV ou écrire un rapport sur un point précis. Mais on ne sait pas comment ça va transformer le travail, par exemple, de ressources humaines, de la production, de le service client. On n'a pas de méthode. Donc, du coup, personne n'a la vue globale comment je vais changer tout ça. On ne sait même pas quel est le point d'arrivée, en fait. Ça va tellement vite. Personne ne peut dire aujourd'hui à quoi ressemble mon entreprise avec l'IA dans 2 ans. Je pense, je dis 2 ans, j'ai l'impression que c'est déjà une éternité. Ne serait-ce que dans un an, on sait qu'on va déjà avoir de l'impact. Et tout le monde a l'air d'être d'accord pour dire qu'on ne sait pas trop, en fait, quel va être Alors, il y a des gens qui font des prévisions. J'ai lu un rapport dernièrement sur à quoi ressemblera le monde en 2027 avec l'IA. C'est très intéressant, mais ça reste ça reste de l'extrapolation, de la réflexion, de la prévision. On ne sait pas trop en fait ce que ça va donner concrètement sur une boîte Indus. Alors, c'est vrai, mais de l'autre côté, on a quelques données historiques qui nous permettent de faire une lecture de la situation. Si vous voulez, la dernière grande transformation s'est déclenchée avec l'arrivée d'Internet dans les années 2000. Et on voit que ça a mis quasiment 20 ans pour déployer ça dans les entreprises. Mais la vague technologique qui était précédente, il datait de presque 100 ans plus tôt. Il a mis 100 ans pour le faire. Donc on voit qu'on est passé de 100 à 20. Ouais. Et il est clair que maintenant, on a la base technologique pour passer de 20 à 5 pour transformer. 5, ouais. Et si vous voulez, aujourd'hui, moi je vais prendre quelques chiffres. Hein. Je suis scientifique à la base. Je vais prendre quelques chiffres qu'on doit garder à l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, ces bases technologiques, elle est basée sur 3 dimensions. La première, c'est l'évolution de la vitesse des ordinateurs, les microprocesseurs doublent de puissance tous les 18 mois. D'accord. Les datas disponibles doublent de quantité tous les ans, donc 12 mois. La puissance des IA, de leur modèle, double de puissance tous les 3 à 6 mois. Ouais. Si vous prenez tout ça, vous arrivez à faire une petite prévision quand même des capacités. Ouais. Ouais, dans 5 ans,
les capacités de cette intelligence artificielle va être entre 100 000 et 1 million de fois plus qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, pour reprendre ton point sur mais comment ça va se passer, en fait, on va rentrer dans un cycle où moi je qualifierais ça de manière très philosophique, où rien n'est plus stable que le changement, parce que les outils se développent à une telle vitesse qu'ils vont changer les métiers tous les jours. Ouais. Donc, on a besoin dans les entreprises de rentrer dans un modèle où tout le monde accepte de changer et surtout que le dirigeant est capable de comprendre comment orchestrer tous ces changements. Quelque chose qui est important quand on préparait cet entretien, tu m'as dit que ce que doit comprendre le dirigeant, c'est que ce n'est pas la DSI qui va être touchée ou la prod qui va être touchée, c'est chaque fonction aujourd'hui va être à un moment donné enrichie, impactée d'une manière ou d'une autre. Donc toutes les fonctions de l'entreprise sont touchées. Tu peux développer un peu ce point-là? Alors, c'est 100% de métier, y compris le métier de dirigeant lui-même, va être touché. En fait, aujourd'hui, lorsqu'on prend de point de vue organisation une entreprise, c'est quoi? C'est un ensemble de fonctions, chaque fonction un ensemble de tâches. Moi, je mets au défi de prendre n'importe quelle fonction, vous prenez des tâches et vous ne voyez pas qu'une ou deux tâches principales, la durée de réalisation en introduisant l'IA va être divisée par 5, par 10, d'une manière très significative. Donc, immédiatement, ça va libérer de temps disponible. Ce temps-là, on doit l'utiliser pour faire autre chose, productif. C'est l'intérêt de l'entreprise, c'est le but de l'entreprise d'exploiter les talents des gens pour créer de la valeur. Donc, à partir de là, soit on enrichit le métier, soit on va aller chercher des tâches qui ont été réalisées par d'autres fonctions pour venir augmenter le périmètre de métier. Donc, à partir de là, en fait, on voit bien que la totalité des fonctions dans l'entreprise vont être touchées. Et étant donné que moi je m'intéresse à ça, je vois que dans certaines entreprises, on commence à le faire. Je vais donner un exemple. Vous avez des fonctions de type assistant de direction, assistante ressources humaines. On voit bien que ces deux fonctions peuvent être approchées. Ouais. Vous avez des fonctions où il y a un ingénieur de recherche, un technicien de recherche. On voit bien que le technicien, en accédant aux outils de IA, il peut augmenter son expertise. Donc, il peut venir tangenter le travail d'un ingénieur. Et l'ingénieur, il peut venir tangenter le travail d'un manager. Et on voit bien que les sphères d'action vont être augmentées à travers l'IA. Il y a eu un exemple que j'ai entendu ce week-end, c'est celui des radiologues, en fait, où l'IA aujourd'hui arrive massivement sur la radiologie. Et du coup, peut-être que le technicien qui fait la radio va être de plus en plus en mesure de faire un peu le boulot du radiologue. Alors, les radiologues vont pas apprécier quand je dis ça, mais quelque part, il y a un peu de ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut aussi avoir des IA qui prémâchent le travail finalement du radiologue. Et c'est ce que tu es en train de dire, le technicien de l'étude de radiologie, là, chez qui on va faire nos radios quand on a un petit souci, il peut commencer à interpréter les résultats, alors qu'aujourd'hui, on attend que le médecin soit disponible pour nous faire son rendu, son compte-rendu de visite, etc. Exactement. Et ça ramène que, en fait, il y a des métiers d'assistance vont apparaître parce que l'IA va permettre de faire ce périmètre d'action. Je vais donner aussi un exemple qu'on vit aujourd'hui, mais peut-être on ne l'a pas analysé sous cet angle. Vous regardez les ophtalmologues aujourd'hui. Lorsque vous rentrez chez un ophtalmologue, vous avez tout un tas de machines. Il y a un assistant qui vous passe sur ces machines. Ouais. Ces machines, ils vont étudier votre situation et vont générer un premier rapport qui finalement permet de réduire le temps de consultation et se concentrer sur l'essentiel. Et demain, donc ça c'est de l'IA, Big Data ou IA métier. Puis ça veut dire qu'on va même pas voir pour certaines peut-être maladies, enfin sans parler de maladies, juste pour une petite baisse de la vue à cause de l'âge, on va pas voir l'ophtalmo en fait. C'est l'assistante qui fait le rapport et qui va finalement délivrer l'ordonnance sous l'autorité de l'ophtalmo, mais on n'a pas besoin d'aller voir le médecin lui-même, en tout cas très peu de temps. Si on va le voir, c'est 5 minutes et il passe à la suite. Et ça résout quand même un problème de dispo de ces médecins-là, malgré tout. Bon, ça fait usine quand même. Mais en même temps, quand on est pressé et qu'on sait qu'on n'a rien de grave, c'est aussi plaisant de voir qu'on peut avoir un rendez-vous en 2 semaines et avoir nos lunettes très rapidement, quoi. Oui, et vous avez une dimension qu'on va s'apercevoir au fur et à mesure,
c'est que l'IA n'étant pas quelqu'un ou une personne qui va se fatiguer, ou il va avoir des effets de stress, etc. En fait, il a une vue, moi j'appellerais de vue plan. C'est-à-dire, moi, lorsqu'on regarde une photo, on a deux yeux, donc on va regarder sur un point précis. L'IA, pour lui, la photo, c'est chaque point a la même importance. Donc, il est capable de trouver des détails qu'un humain, par effet de concentration ou par effet de fatigue, ne peut pas voir. Ouais, c'est clair. Ok, donc l'impact, il va être assez important. On va redéfinir un peu probablement les missions, en tout cas les interactions entre les différents métiers dans l'entreprise. Donc chaque fonction va être à un moment donné enrichie, intégrée. Alors, bon, on peut voir ça sous l'angle de la réduction des effectifs et de l'arrêt des embauches, mais on peut aussi voir ça sous l'angle de comment je fais monter en compétence du coup mes équipes sur des sujets un peu plus larges, un peu plus valorisants pour eux aussi grâce à l'IA. Je pense que la vérité est probablement entre les deux, parce qu'il y a quand même à un moment donné des réalités économiques qui font que on est tenté quand même de se dire tiens, ces postes-là, est-ce que j'ai besoin de le remplacer, de le recruter à nouveau là-dessus? Est-ce que c'est des choses que tu as commencé à observer, toi, dans les entreprises ou en travaillant sur des sujets autour de l'IA? Alors, si vous voulez, la chose la plus rapide à voir, c'est ces questions de rationalisation. Ce qui est normal, je veux dire, dès le moment où on voit un nouvel outil, une nouvelle techno, on voit la partie rationalisation, c'est relativement simple. Mais en fait, si on rationalise à l'infini, on disparaît. Hein. Si on à la fin, on a besoin de personne et on se rationalise voilà. soi-même. C'est ça. Voilà. Donc, maintenant, le rôle de l'entrepreneur, c'est d'aller chercher comment je vais remplir des nouveaux besoins dans l'industrie. C'est exactement ce qui va commencer à arriver derrière. Si vous voulez, on va commencer à utiliser ces outils pour aller chercher des nouvelles activités ou remplir des nouveaux rôles dans l'entreprise. Ce que tu dis, c'est que ça va probablement impacter les métiers actuels, mais d'un autre côté, ça va ouvrir de nouveaux horizons aux entrepreneurs qui vont du coup avoir des besoins différents. Et donc, quelque part, il y a de fortes chances que tout ça s'équilibre. C'est ça que tu es en train de nous dire, quoi. Exactement. Et lorsqu'on regarde encore une fois dans l'histoire, chaque vague technologique est arrivée, il a forcément détruit des métiers pour en créer d'autres. Donc, c'est la création, la destruction créatrice, si vous voulez, en fonctionnement. Alors, moi, je suis quelqu'un de très optimiste et encore une fois, je crois à la technologie et que les besoins des gens sont infinis. Ma vision sur cette histoire-là d'arriver de cette nouvelle ressource technologique, c'est que, OK, on va rationaliser des choses, mais on va avoir pour la première fois quasiment dans l'histoire de l'humanité, la capacité de faire des produits sur mesure. Donc, l'ultime, si vous voulez, rêve de chacun d'entre nous, c'est d'avoir des produits sur mesure, personnalisés. Jusqu'à présent, les technologies existantes ne permettaient pas de le faire, et notamment pour une phase qui coûte très cher, c'est la phase design. Et là, on voit que l'IA, si vous regardez sur Internet, là, par exemple, depuis que OpenAI a permis de créer les starter kits là, qui sont très ludiques, dès le moment où on a ouvert la porte, des millions de gens sont mis à designer. C'est ça. Le monde entier est devenu designer. Demain, quelqu'un vous permet de réaliser exactement ce que vous avez designé à un prix abordable. Eh ben, vous allez acheter. Donc, en fait, ce que tu veux dire, c'est qu'on s'amuse, là, mine de rien, sur LinkedIn, à faire notre petite image starter pack. Demain, si un industriel malin se dit envoyez-moi vos designs et je les mets dans la machine et je vous sors votre petite poupée, ça crée finalement la boucle est bouclée. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment utile pour la société d'avoir chacun sa petite effigie, mais c'est un peu l'illustration de ce que tu veux dire par la personnalisation, par peut-être le changement de vision autour du cycle de vie du produit. On change complètement un peu le paradigme. Exactement. Et si vous voulez, là-dedans, si tu veux, aujourd'hui dans l'industrie, moi étant donné avoir travaillé dans tout le domaine de développement de produits, il y a beaucoup de boîtes qui sont spécialisées dans ce qu'on appelle le rapid prototyping, la réalisation des pièces de prototypes à grande vitesse. On peut avoir une pièce en 72 heures, on peut avoir la pièce sur mesure, unitaire. Donc la base industrielle existe. Sauf que ce qui coûtait extrêmement cher, c'est que pour faire le design, on avait besoin d'un ingénieur qui devait travailler pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et aujourd'hui, avec un prompt,
on peut le faire en 1 heure. Ouais. Donc on a le design, on a la capacité industrielle de produire du prototype, finalement qui sera plus du prototype, mais quasiment de la série. Donc ces boîtes-là peuvent devenir demain les producteurs en série quelque part, quoi. Oui, en fait, moi je pense que la notion de série Ouais, en soi va disparaître ou va s'amoindrir d'une manière très, très importante. Euh, si vous voulez, c'est une vision aussi de voir dans le monde économique. L'essentiel, c'est de pouvoir créer l'idée, le réaliser et le marketer, le vendre. Et là, on va revenir à ces bases essentielles. Demain, le vrai problématique du monde entier va être comment je vais identifier le besoin vraiment de mon client, qu'il arrive à l'exprimer lui-même ouais, et que j'arrive à lui fabriquer ça et de lui ramener ouais, ce qu'il a ouais, besoin sur la table. Et je veux dire, ce que je dis là, ça peut paraître complexe pour les gens qui travaillent dans l'industrie, mais en fait, il y a des secteurs qui ont réussi à le faire d'une manière et d'une autre dans le domaine de services, qui sont les pionniers de l'IA quelque part et de l'application de l'IA. On prend comme exemple Uber, on prend comme exemple Airbnb, on prend comme exemple Uber Eats, qui arrive à à mettre en place tout personnaliser un tas de l'expérience. Ouais. systèmes, personnaliser l'expérience. Mais dans ce que tu dis, moi, l'exemple qui me vient, c'est aussi la nouvelle vague de gens qui codent maintenant avec l'IA. C'est-à-dire que moi-même, qui suis revendeur ou intégrateur d'une solution CRM très connue qui s'appelle HubSpot, bon, on vend le one size pour tout le monde et on adapte le logiciel. Le discours que j'avais par rapport à beaucoup d'industriels, c'est de leur dire bah, arrêtez d'aller essayer de développer votre propre CRM, parce qu'on avait des indus qui me disent des fois mais pourquoi je ne développerais pas bien mon propre CRM, on va le faire en interne. Sauf que l'argument jusqu'à présent, c'était de dire ça coûte super cher, tu ne pourras pas le maintenir, tu n'as pas les compétences techniques, prends une solution sur étagère et on l'adapte. Mais ça, finalement, ça devient de moins en moins vrai. On commence à avoir des gens qui ont des capacités de coding et donc de développement de nouveaux logiciels qui sont vraiment très très rapides. On peut développer un logiciel en un week-end. J'ai mon propre développeur qui nous l'a fait, qui a développé une application en un week-end. On a parlé du truc le vendredi soir. Lundi matin, il m'a dit regarde, j'ai un truc pour toi, je l'ai fait avec l'IA. Et il avait développé 80% des fonctionnalités d'un truc qui aurait peut-être pris 3 à 6 mois pour être développé avec une application de coding assisté par IA, quoi. Il a complètement codé le truc avec l'interface, avec tout ce qu'il fallait, quoi. Et donc, Oui. ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'on va être capable demain, plutôt que de vendre un SaaS qui s'applique à tout le monde, on va pouvoir vendre demain très facilement une solution spécifique sur mesure, sans les inconvénients de maintenance, de coûts, développement, etc. Mais par contre, très personnalisée, très adaptée aux besoins d'une entreprise. Et moi, c'est un truc qui me fait peur par rapport à mon business, mais c'est réel. C'est-à-dire que demain, est-ce que les boîtes vont continuer à acheter des CRM sur étagère ou des ERP sur étagère, ou est-ce qu'elles vont pas plutôt peut-être se développer leur propre truc avec un peu de coding assisté par l'IA, quoi. Alors, moi, je vais te rassurer et je vais te donner aussi une vision optimiste sur l'histoire. En fait, lorsqu'on fait ces outils qui sont avec l'approche no-code, etc., encore une fois, qu'est-ce qui va permettre d'abord? C'est de réduire la période de prototypage Ouais, à rien. rien, ouais. Et ça Ça va part très très permettre vite, hein. de tester les idées nouvelles. Donc, en fait, quelque part, on aura les moyens de augmenter le nombre d'entrepreneurs, en tout cas les gens qui arrivent à tester leurs idées. Hmm. Maintenant, une fois on a testé tout ça, on doit rentrer dans la phase, je dirais, stationnaire qui roule de Production, manière très distribution, stable. etc. Hmm. Et là, en fait, tout le monde va courir pour aller chercher des informaticiens pour coder maintenant en dur Ouais, ouais, je suis ce d'accord. qu'on a fait en prototype. Ouais. Donc, on va faire que augmenter le nombre de variantes et de produits à une vitesse exponentielle. Et on le voit, je dis, lorsqu'on regarde sur LinkedIn, lorsqu'on voit tout ce qu'on crée aujourd'hui, Hmm. si vous voulez, des présentations, des images, etc., on voit que la base de cette idée de multiplication du nombre de produits, il est là. Je veux Ouais, dire, tout ça, ouais, on l'a rendu disponible il y a 3 mois. ouais, ouais, c'est ça. Voilà, donc ça va se mettre en place et ça va multiplier l'approche entrepreneuriale. Ceux qui ont des idées aujourd'hui, ils ont besoin de pas grand-chose pour commencer.
Bah, c'est super intéressant là, ce que tu nous dis, cette vision-là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez en fait, hein, sur comment ça va impacter la manière dont on consomme, la manière dont on innove, la manière dont on fait de nouveaux produits. Tout le monde parle de GPT et des petites images ou du fait que c'est pas bien de consommer de l'eau pour faire des starter packs, mais je trouve Ouais. que ton angle un peu optimiste, il est assez rafraîchissant, rafraîchissant pour le coup. Quels sont les freins que tu constates, toi, dans des entreprises, parce que tu as été dirigeant aussi, tu as mené des projets de changement. Tout ça ne va pas se faire sans susciter des craintes, hein, chez les personnes concernées, chez les équipes. C'est quoi les principaux freins que tu vois aujourd'hui, toi, à l'adoption, au fait que des entreprises industrielles comme celles que tu as pu citer tout à l'heure, elles Ouais. adoptent ces outils ou ces approches-là? Alors, le premier frein, je vais prendre en topologie d'entreprise. Dans les grandes entreprises, le premier frein que je vois, c'est cette crainte, même surcrainte, de la confidentialité, Mm. tout ça. Donc, je vais bloquer. Je dis moi, il y a des entreprises où j'étais, où l'intelligence artificielle était interdite. Donc, tout simplement, on a mis les freins, que c'est bloqué, on ne peut pas l'utiliser. Alors que les gens, je le savais, J'utilise aussi bien pour quotidien. moi que mes collaborateurs, tout le monde Ouais, l'utilisait et ouais, ramenait des clés USB, il mettait le truc. Bon. ouais, Donc, et on ne peut pas interdire 400 millions d'utilisateurs dans le monde ouais, de ramener ça au de boulot, faire quoi. ça. Tu vois, ouais, tu peux pas l'empêcher, ça. Voilà. Et moi, mon argument pour ça, et pour tous les dirigeants qui nous écoutent, si vous voulez, les mêmes qui vont parler de cette crainte avec ChatGPT ou Mistral, ils ont Microsoft 365 Mm. où ils ont mais absolument toutes les données de la boîte qui sont chez Microsoft. Ouais, dans Outlook ou dans Teams ou dans d'autres outils Oui, Microsoft. Ouais, voilà. Et pourtant, personne se pose des questions. Là, on n'est pas en train de parler d'un document ou d'un fichier, on est en train de parler de toute la boîte et chez ouais, Microsoft. ouais. Par exemple, dans la même entreprise où on interdit les outils de IA générative, eh ben, on autorise tout le monde à aller, par exemple, traduire les documents sur DeepL ou autre. Ouais, sur d'autres outils de traduction qu'on met en ligne, quoi, finalement. Voilà. Alors, je trouve que enfin, quelque part, on surestime cette question de confidentialité. On le concentre sur l'IA et on oublie que, par ailleurs, les mêmes problèmes existent. Puis le risque, il est surtout humain sur ces sujets de cyber, de confidentialité. C'est pas trop un sujet technique, c'est un sujet humain et de bonne pratique, de se poser la question de ce que je mets en ligne ou ce que je demande à l'IA avant d'interdire l'outil en lui-même, quoi. Tout à fait. Et même l'outil, lorsqu'on commence à connaître ces outils, il y a des options, on interdit Ouais, le partage de données, tout à fait. Ouais. etc. Donc ça, cette première crainte pose d'énormes problèmes de déploiement. Alors ensuite, il y a de l'autre côté, donc là je parlais de côté direction, lorsqu'on regarde de côté d'employés, on commence si vous voulez, il y a les gens avec le discours ambiant que ça va détruire les emplois, etc. Tout le monde il est sur le défensif que ça va détruire mon emploi, au lieu de le voir comme une opportunité de créer de nouveautés, de faire mieux son travail, plus rapide, etc. Et là, c'est une question de ressources humaines et de stratégie de développement des talents et des compétences. Et si vous voulez, ces deux blocs sont très importants. Ensuite, il y a le manque de méthode, parce que lorsqu'on fait n'importe quel déploiement de nouveautés, il y a des méthodes qui sont assez pratiquées et assez claires. Ben aujourd'hui, vous voyez, où sont les formations d'IA, quels sont les managers qui sont formés, quelle est la méthode de formation. Tout ça, c'est en train d'être construit. En même temps Et qu'on c'est normal, avance. c'est une technologie qui est apparue il y a 3 ans. Hein. Ouais, ouais, c'est encore très frais, donc on est obligé de construire en même temps qu'on avance, on construit le véhicule, quoi. On est en train de se dire Oui. comment on va supporter un peu les efforts autour de tout ça. Ouais. D'ailleurs, s'il y a une question majeure pour la société aujourd'hui, enfin, si la thèse que je porte que d'ici 5 ans, ça va changer d'une manière fondamentale l'économie, comment partir dans une société où il y a quasiment 0,001% des gens formés Mm. à une société où il y a 100% des gens formés Ouais, à ça. ouais. Moi, ma projection, je ne sais pas si tu le partages, la révolution digitale qu'on a vécue à partir des années 2000 a fait que bah, aujourd'hui maîtriser les outils Microsoft Office, c'est une obligation. Ouais, On puis ne il n'y a rentre plus pas trop de dans le sujets restaurant. là-dessus. Ouais. Mm.
Voilà, maîtriser les ERP, etc., c'est une obligation. Donc, il y a tout un tas d'outils informatiques. Sans ça, on ne rentre pas dans la boîte. Moi, demain, je pense que c'est maîtriser les outils de IA et de nos codes. Ces deux compétences vont être fondamentales pour pouvoir faire son travail. Comme le traitement de texte, probablement aujourd'hui, c'est ce que tu es en train de dire. Exactement. Et comment aller mettre tout ça en place on est en train de parler de seulement quelques années. Ouais, en très très peu de temps, sur des gens qu'il faut aller accompagner là-dessus et avec des choses qu'on n'a pas encore construites, quoi. Voilà. Et si tu veux, toutes ces réflexions m'ont amené que tous ces changements ne peuvent venir que de top-down. Tu ne peux pas demander aux gens de chacun décider dans son coin comment je vais transformer mon métier et mon organisation. Je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça que toi, tu arrives à cette conclusion qu'il faut d'abord que tu te formes toi. C'est un peu ce que tu as voulu faire en te quittant ton boulot, quoi, quelque part. Oui, exactement. Et là, j'ai repéré une très belle formation c'est un master de IA pour manager innovant qui est à l'Institut Mines Télécom à Paris et que je vais passer par cette étape pour m'enrichir et avoir aussi les moyens, aussi la légitimité de mener ce type de transformation et faire la connaissance de aussi tout cet écosystème, cet environnement. Oui. Ouais. Sabri, merci beaucoup pour cet échange vraiment très, très rafraîchissant et très intéressant. En plus, tu parles du terrain et je trouve que c'est intéressant. Ta posture aussi est super intéressante de remettre un peu en question ton job, de sortir de ta zone de confort, d'aller apprendre une nouvelle compétence et de la partager. Qu'est-ce qu'on peut retenir de notre conversation s'il y avait une chose importante que tu as envie de partager à notre audience? Alors moi, j'ai noté ton optimisme sur le fait qu'il faut être optimiste par rapport à tout ça. Il ne faut pas uniquement dresser un tableau noir. Mais toi, de ton côté, quelle est un peu ta conclusion ou le point important de notre échange? Alors, si vous voulez, là-dessus, moi, ce que je retiens, c'est que voilà, on est rentré dans un monde, rien n'est plus stable que le changement, et qu'on aura les moyens de faire toutes les ambitions possibles. Et que je considère que là, on a vraiment le moyen de faire de chacun d'entre nous un acteur, et un acteur avec une vision très large. Parce qu'on a un assistant universel qui arrive, qui a mis dans ses tripes, dans sa constitution, la connaissance de toutes les générations qui sont passées quasiment sur Terre. Quelle chance! On peut avoir un assistant et devenir tous des humains un peu augmentés grâce à ça. C'est un peu ta conclusion, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Sabri. Chers amis, je vous remercie pour votre écoute. Vous retrouvez cet épisode sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Deezer, etc. Pensez à nous laisser un petit avis ou un petit pouce, ça fera plaisir. Et à très bientôt. Merci. Merci.